Vous écoutez En provenance des étoiles sur radioanonyme.ca les mardis midi. Et c'est le moment d'une entrevue de lumière tellement extraordinaire. Je vous offre une des plus belles lumières du Québec. Si vous avez la chance d'avoir la vision d'activer, vous allez pouvoir voir le magnifique cristal qu'elle a installé dans le cœur, qui jaillit d'une belle lumière blanche entourée d'une belle aura mauve. Je vous présente la spécialiste de la flamme violette, Madame France Gauthier. Ah, que c'est drôle que tu me présentes comme ça. Premièrement, là, je trouve ça très joli ce que tu dis, mais moi, je vois rien du tout. Alors, et puis le mauve, j'ai été en réaction au violet pendant des années. Je viens juste de me réconcilier avec le violet. Je travaillais avec Pierre Lessard, je n'arrêtais pas de dire, mon Dieu, que c'est mauve ici, on pourrait-tu en enlever un peu? Alors, bref, c'est très drôle. Toi, tu vois, moi, je vois pas. Fait que j'imagine que quand on voit toutes sortes d'affaires. Alors, je vais prendre ça pour un compliment, ce que tu dis. Mais je te dirais que moi qui suis sur le terrain depuis un bout de temps, des belles lumières, il y en a de plus en plus. C'est extraordinaire ce que la bascule de conscience de 2011-2012 a fait et continue de faire, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui s'ouvrent, de plus en plus de gens qui se reconnaissent, de plus en plus de gens qui reprennent leur pouvoir et qui savent qu'ils sont plus grands que juste ce qu'on voit et plus puissants, que ce qu'ils croient. Ce qui fait que moi, je vois que des transmutations formidables de ce temps-là et des gens de plus en plus lumineux, rayonnants, à tous les niveaux. À part ça, au début, quand j'ai commencé à faire mes recherches, les gens qui venaient à moi dans les ateliers, les conférences, c'était surtout, je te dirais, des guérisseurs, c'est-à-dire des thérapeutes, des infirmières, des gens qui travaillent dans le système de santé, des artistes, des enseignants, très peu de bâtisseurs. Et depuis un an, environ un an et demi, ça a changé. Puis là, je commence à avoir des comptables agréés, des policiers, des entrepreneurs, des ceci, des cela qui viennent. Et ils sont tous en train de s'ouvrir comme des fleurs. Je trouve ça extraordinaire. Des gens qui étaient hyper cartésiens, qui tout à coup laissent tomber la cape de plomb, laissent tomber le personnage pour se dire non, non, moi aussi, je veux me reconnaître. Fait que c'est très beau à voir, Julie. Oui, parce que la fusion du cœur se fait sur plusieurs paliers de conscience. Puis vous en parlez aussi dans plusieurs de vos livres. Oui, ah ouais, ça se fait par étapes. Hein. Long est le, on en jasait un petit peu avant l'entrevue, le long est le chemin du retour à soi, long est le chemin du retour à Dieu, si on veut l'appeler de même. Mais à partir du moment où on rentre dans une forme de conscience, c'est plus possible de retourner en arrière. Parce que on sait, dès qu'on met le pied dans l'engrenage, on sait qu'on ne pourra plus jamais retourner à avoir des œillères, on ne pourra plus jamais être aveugle parce qu'on se met à voir, puis on ne voit pas au même niveau. Tu sais, toi, tu vois avec la clairvoyance. Moi, je te dirais que je suis clairsentiente, c'est-à-dire que je ressens tout et ces ressentis-là m'amènent des images parfois, mais je sais où je dois aller juste en écoutant ce qu'il y a ici dans ma poitrine, ce que tu dis qui s'appelle le cristal, le cœur solaire. Mais depuis que j'ai activé ça, entre guillemets, où j'ai accepté que c'était là, je me suis mis à recevoir de l'information de plus en plus par la poitrine et c'est physique, là. Ma poitrine s'ouvre quand il y a quelque chose de formidable qui se passe et que c'est bon pour moi puis c'est bon pour ce que j'ai à faire et elle se contracte jusqu'à me donner des nausées quand c'est pas pour moi, c'est pas la bonne chose à faire ou c'est pas le bon chemin à prendre. Et ça, on est tous comme ça. Alors, je te dirais que la majorité des gens sont pas clairvoyants, la majorité des gens sont pas clairaudients, mais on est tous clairsentients à différents niveaux, ce qui fait qu'on est tous capables de ressentir des choses, puis dire, ah, ça c'est bon, ça c'est moins bon, ça c'est juste, ça c'est moins juste, et suivre le chemin en fonction de ce qui est là, ici. Là. France, pour arriver à un protocole, un processus comme ça, à la base, il faut avoir nettoyé son cristal, il faut l'avoir conscientisé, parce que, OK, je ressens que j'ai une peur, exemple. Qu'est-ce qu'on fait avec cette peur-là? On va la rencontrer, commencer. Ben oui, effectivement, quand je dis le long et le chemin de retour à soi, là, c'est tout le nettoyage que moi j'ai été obligée de faire à partir du moment où j'ai mis le pied dans l'engrenage. Ça a commencé à se passer à la fin des années 90, 2000, 2001, puis particulièrement en 2002 où je suis allée rencontrer pour Claire Lamarche, une médium qui disait qu'elle parlait avec les morts et c'est ça qui a fait le grande bascule de conscience pour moi parce que j'étais une athée, j'étais même un peu à la rigueur un peu arrogante, je croyais à rien et pour moi c'était tous des charlatans.
Et à partir du moment où je me suis mis à poser des questions pour comprendre tout ça avec ma tête, il s'est passé un phénomène en parallèle que ça m'amenait à rencontrer mes blessures de plus en plus. Ce qui a donné plusieurs livres par la suite, dont C'est quoi l'amour? C'est quoi l'amour? C'est, je dirais, un livre extraordinaire pour comprendre la guérison émotionnelle et spirituelle, en fait, émotionnelle et amoureuse. Et ça m'a permis, quand j'ai écrit ça, de mettre en 350 pages comment est-ce que la première étape d'ouverture du cristal, comme tu dis, qui est, dans le fond, c'est de l'énergie, là, mais la première étape de reconnaissance de soi, c'est de nettoyer les blessures émotionnelles qui viennent de notre passé, qui viennent de notre enfance. Et si on croit aux vies antérieures, on peut penser que ça vient de vies antérieures, mais on n'a même pas besoin de croire à rien du tout. On a tout le scénario dans notre vie actuelle pour comprendre d'où viennent les blessures et aller les rencontrer. Fait que quand tu parles de peur, c'est la même chose. Aller rencontrer nos blessures, c'est ce que l'être humain fait le moins dans le fond. Hein? On va essayer de trouver une recette ou un médicament ou quelque chose de magique qui va nous enlever ce qui fait mal. Alors quand on a une blessure à rencontrer, qu'elle soit de trahison, d'abandon, de rejet, d'humiliation, d'injustice, peu importe, de culpabilité, on a mal dans le plexus. On a mal ici, dans l'estomac. Moi, en tout cas, j'ai passé des années pliées en deux en fœtus dans mon lit la nuit à pleurer des peines d'amour et des peines de trahison. Et le réflexe premier de l'être humain, ça va être essayer d'engourdir ça, de le fuir, de le sublimer, de trouver une façon de ne plus ressentir ça. Alors que la première étape pour vraiment se guérir, c'est qu'il faut aller le rencontrer. Il faut aller rencontrer la blessure, rencontrer ce malaise-là. Et moi, ça s'est intensifié. J'ai tout essayé. J'ai pris, j'ai fait des psychothérapies, j'ai pris des médicaments, j'ai pris toutes sortes d'affaires pour essayer d'engourdir tout ça. J'ai travaillé plus fort, comme la majorité des gens. J'ai mangé du chocolat, j'ai bu de l'alcool. Alors, bref, on compense de toutes les façons qu'on peut, jusqu'au jour où on peut plus se cacher. C'est soit qu'on se fait mourir, soit qu'on va la rencontrer, la blessure. Et moi, c'était une grosse blessure de trahison, avec beaucoup d'abandon qui venait avec, et tous les autres thèmes, parce que je les avais tous en combo. Et la journée en 2011, parce que c'est en 2011 que je suis allée rencontrer pour de vrai ma blessure, et la journée où j'ai décidé de me coucher sur un divan jusqu'à ce que ça arrête de faire mal, d'arrêter d'en parler à mes amis, d'arrêter de compenser de toutes les façons qui soient, de nourrir ça, mais juste aller la rencontrer, ma blessure, c'est là que j'ai commencé à guérir pour vrai. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à aimer tout ce qu'il y avait autour de moi, à ne plus voir ni bien ni mal, à m'aimer inconditionnellement, à aimer les gens qui m'avaient fait souffrir parce que ils étaient des maîtres enseignants formidables. Et c'est ça que ça a donné, C'est quoi l'amour? C'est le livre C'est quoi l'amour? Pour comprendre que c'est la première étape émotionnelle. Une fois que ça est rencontré, puis ça se fait sur une longue période, parce que c'est comme des couches, hein. C'est un cheminement. C'est comme une plure d'oignon, là, des plures d'oignon. Fait qu'avant d'arriver au cœur, là, t'en enlèves des couches, puis des couches, puis des couches. Et encore cet été, je suis allée rencontrer d'autres couches. Sauf que la beauté de la patente, c'est qu'à un moment donné, oui, c'est encore un défi, oui, c'est encore un challenge en bon français, mais c'est plus souffrant. Hein, jusqu'en 2011, j'étais souffrante. En 2011, je me suis guérie. J'ai reçu des beaux messages en écriture inspirée que j'enseigne par ailleurs, qui me disaient, là, t'es en récréation. Mais la récréation, c'est pas des vacances. Hein? Tu vois l'image des enfants qui s'en vont jouer dans le cours d'école, là, ils s'en vont pas se pogner le beigne. Ils s'en vont jouer. Et jouer, ça peut être exigeant. Puis j'ai joué beaucoup cet été, puis j'aurais pu me faire un petit burn-out de ballon chasseur, là. Parce que trop jouer au ballon chasseur, ça peut t'amener en burn-out. Bref, je fais des blagues avec ça, mais c'est toujours une question d'équilibre par la suite. Et de savoir arrêter, inspirer, respirer, parce que tu sais, l'être humain est toujours en expiration. Hein? Dans notre société moderne, on est toujours dans l'action. Ça, c'est l'expiration. On n'arrête plus jamais pour inspirer. On pense qu'on va aller au spa pour se ressourcer, on va aller se faire des faux ongles, on va aller faire ceci, on va aller faire ça, puis que ça va nous ressourcer. Mauvaise réponse. Oui. S'arrêter complètement. Il n'y a aucune ascension, aucune transformation possible sans, moi je dis tout le temps, sans quelques minutes par jour, en tout cas, de méditation ou de contemplation. Si vous n'êtes pas capable de méditer, c'est pas grave, asseyez-vous devant une fleur pendant 15 minutes, puis regardez-la, puis ça va faire la job. Ou votre chat qui fait rien, ou des fois je fais à la blague, comme dans ma première conférence, ou ton chum qui fait rien, lui, il sait rien faire. Fait que... oui, c'est très drôle. Les gars sont bons là-dedans. C'est pour ça que c'est des hommes qui ont été des grands maîtres jusqu'à maintenant. Parce que la majorité, en tout cas, c'était des gars, parce qu'ils savent se donner à eux, ils savent s'arrêter. Fait que bref, bravo les gars, on a tout à apprendre de vous autres. Ce qui fait que, tout ça pour dire que c'est la première étape, c'est l'émotionnel.
puis prendre du temps pour se déposer. Se déposer quelques minutes par jour. Moi, je suis une hyperactive pas traitée, je ne vais pas méditer pendant des heures, mais je le fais tous les jours, 10-15 minutes. Cet été, j'ai beaucoup contemplé et non médité parce que j'habite sur une ferme, j'ai une écurie avec des amis et à l'écurie, il y a des chevaux dans le champ. Fait que tu t'assois là, tu les regardes et ça fait le même travail que si je méditais. Mais c'est essentiel à mon hygiène énergétique et à mon hygiène émotionnelle. OK, mais quand tu le regardes, c'est vraiment un procédé qui est hors zone du mental. Il n'y a pas Ben, complètement. d'interférence, là. C'est un vide, mais c'est unité, c'est complet aussi. Ben, totalement. Peu importe ce que tu vas contempler, c'est en mouvement. Mais ce qui fait, contempler quelque chose qui est en mouvement, une nature, un arbre, ça t'amène complètement dans le moment présent. Et le moment présent, c'est la verticale, c'est le ici, maintenant. Il n'y a rien avant, il n'y a rien après. Et c'est ça qu'on recherche par la méditation ou la contemplation. Moi, faire ça sans comprendre pourquoi je le fais, c'est non, là, tu sais. Comme j'ai jamais voulu aller à l'église parce que je comprenais pas pourquoi on faisait ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tout ce que je fais, je le fais parce que je comprends ce que je fais. L'idée, c'est de ramener ça dans le moment présent, de faire de l'espace pour que l'énergie puisse circuler, au moins jusqu'au bas du ventre, qui est le créateur à l'intérieur de nous et qui va se lever pour aller transformer sa réalité. Tant et aussi longtemps que tu es pris dans tes pensées, tu es pris dans tes non-dits, tu es pris dans tes blessures émotionnelles, tu es pris dans toute ta création qui n'est pas celle que tu voudrais, ben, tu peux rien changer parce que ça fait juste de tourner en rond. Alors, méditer, contempler, ça permet de faire un peu d'espace pour que l'énergie circule, descende dans le bas du ventre, que tu te lèves debout puis que tu aies créé autre chose. J'enseigne ça dans mes ateliers d'éveil et en 2 jours, 2 jours, là, je prends des gens au début de la journée, là, puis à la fin de semaine, là, c'est plus les mêmes personnes parce qu'ils ont fait des prises de conscience. Puis après ça, ils n'ont pas besoin de revenir me voir, là. Moi, mon running gag, c'est de dire je fais pas de service après-vente. Alors, si tu fais un atelier ou deux avec moi, c'est à peu près ça que tu peux faire. Mettons que j'en ai 4 en tout, là. Ce qui fait que après ça, tu es autonome. Tu es capable d'abord de recevoir des messages par toi-même. Tu es capable de ressentir par toi-même. Tu es capable de voir c'est quoi ton chemin. De plus en plus, les gens cherchent à reprendre leur pouvoir, leur autonomie. Et moi, j'ai décidé que j'allais consacrer le reste de ma vie à faire ça. Mais en même temps, c'est que dans ton état de contemplation, comme ça, toi, tu le descends plus qu'en bas du bas-ventre, là, ça descend dans tes racines, là. Ben, si on veut le voir de même, écoute, je comprends ce que tu dis, puis toi puis moi, je pense qu'on n'a pas nécessairement le même langage, parce que moi, je suis très, très, très terre à terre, toi, tu es très, très, très médium, ce qui fait que probablement qu'un de tes défis à toi, c'est d'aller Oui, t'enraciner. Je le comprends par le langage que tu as. Moi, j'ai pas ce défi-là, je suis très enracinée. Parce que peut-être que ça fait plus longtemps que je viens sur la planète que toi, je le sais pas, tout ça pour dire que. Mais ça, c'est pas un compliment en passant, hein, c'est parce que j'ai rien compris dans mes autres vies, puis j'arrête pas de revenir. Bon. Alors peut-être que celle-ci sera ma dernière si tout va bien. Mais tout ça pour dire que oui, s'enraciner, je comprends ce que tu veux dire, mais pour moi, ça veut simplement dire de ramener tout ce qu'on est, notre âme, dans le fond, OK, l'essence de qui on est, là, de le descendre au complet dans notre corps. Et on ne peut pas atteindre la maîtrise en reniant le corps. Il y a des gens, tu sais, c'est drôle en spiritualité, puis moi, entre autres, en passant, là, il a fallu que j'aille voir dans le dictionnaire ce que ça voulait dire, OK? Tellement j'étais athée, là, puis que c'est tellement galvaudé, ce terme-là. Mais spiritualité, ça veut juste dire avoir une vie intérieure. Puis la maîtrise, là, c'est quand ta vie intérieure est exactement la même que celle que tu manifestes à l'extérieur. wow. Dans le fond, c'est ça. Alors, avoir une vie intérieure, c'est de ne plus se laisser polluer par nos pensées et d'être vraiment toujours ici dans le moment présent et d'être dans notre essence. C'est quoi notre essence? Bien, chacun de nous, on a un talent unique dans la vie. OK? Ça, c'en est un des ateliers que je donne. Ça s'appelle le mandat de vie. Tout le monde a son talent unique. Tout le monde appartient à des grandes familles par choix, par intérêt. Quand on se réincarne, on décide de venir explorer ça. Quand on est dans ça, là, dans ce qu'on appelle cette essence-là ou cette fréquence fondamentale-là, on peut juste avoir du fun. On peut juste être dans la joie. Puis ça, c'est notre indicateur principal pour savoir si on était à la bonne place. Fait que je dis tout le temps, si t'as pas de fun, t'es pas à la bonne place. Si t'as de la joie à faire ce que tu fais, t'es à la bonne place. Puis des fois, c'est juste les conditions qui sont pas nécessairement intéressantes. Puis là, ben, c'est à nous autres de transformer tout ça. Mais bref, quand tout ce que t'es est rentré dans ton corps, là,
là, tu rentres dans ce qu'on appelle l'essence, tu rentres dans ce qu'on appelle la maîtrise, et je comprends le mot enraciner, c'est ça que tu veux dire dans le fond, c'est simplement d'accepter qu'on est ici sur la planète pour se déployer, et que tant et aussi longtemps qu'on n'accepte pas que le paradis est ici maintenant sur la Terre, on est pogné pour revenir. Fait que moi, j'ai décidé de le vivre à temps plein parce que peut-être que ça me tentera pas de revenir sous cette forme-ci. Puis c'est pas du tout un déni de la planète. Au contraire, j'adore vivre ici. Mais à un moment donné, l'expérience est plus large, plus vaste, puis on peut avoir envie d'aller explorer autre chose. Absolument, ben oui. Et puis, dans ce cas-là, France, toi, tu es comme un coach de vie, autant au niveau de tes enseignements que tes livres, que tes ateliers. Quand tu arrives à accompagner les gens comme ça, exemple, par rapport au mandat de vie, est-ce que toi, ça t'amène aussi une reconnaissance de qui tu es, puis ça te fait grandir dans cet accompagnement-là? Ben complètement. On s'entend dessus que c'est totalement égoïste, là. Je fais ça parce que j'aime ça. Je fais ça parce que ça m'apporte quelque chose. Et ce que ça m'apporte, je te dirais, là, c'est une grande joie. J'ai décidé en juin cette année, en fait, c'est un processus qui est amorcé depuis un an, mais j'ai tout vendu ce que j'avais. J'avais 2 maisons, une en ville, une à la campagne. J'ai tout vendu ça. Je me suis retrouvée ici à l'écurie où je suis copropriétaire d'un petit bout de terre. Dans le fond, c'est virtuel, tout ça, parce que j'ai plus rien à moi, j'ai plus de meubles, j'ai plus de maison, j'ai plus rien. Et j'ai décidé de me mettre en service et d'enseigner à côté, parce que j'habite à Waterville et tout près de chez moi, il y a un camp extraordinaire, un camp pour enfants que moi je loue l'hiver. En fait, l'automne, l'hiver, le printemps, ça s'appelle Valestrie. Et c'est construit sur une terre de cristal formidable pour stimuler l'éveil et beaucoup la guérison. Alors, je reçois les gens au camp, puis quand les gens arrivent au camp, là, ils n'ont plus de statut, parce que c'est un camp pour enfants. On mange dans des petites assiettes pour enfants, on boit dans des petits verres pour enfants, on dort dans des lits de camp. Les gens, je les connais par leur prénom, je ne sais pas ce qu'ils font dans la vie, et ça n'a plus aucune importance parce que ce qui est important, c'est de revenir à justement cet enfant-là de 8 ans en nous, qui lui savait très bien qui il était, là, s'il avait été guidé par des parents conscients, même je te dirais que ça, bon, peut-être plus à 14 ans, mais à 8 ans, on n'est pas en train de se poser la question, oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire quand je vais être grand? On vit, on existe, on joue, on s'amuse avec la vie. Ben, je ramène les gens dans cet état-là, puis à partir de cet état-là, là, ils vont découvrir qui ils sont, ils vont aller rencontrer leurs blessures, ils vont se pardonner, ils vont s'élever au-dessus du scénario. Je les amène pour rencontrer l'alchimiste en eux, qui est un grand magicien. Je les amène à rencontrer le maître en eux, qui est celui qui est dans la maîtrise de sa vie et qui est sorti du jugement. Alors bref, c'est des fins de semaine extraordinaires et c'est supporté par une terre de guérison. Puis moi, j'ai plus besoin de rien, entre guillemets. J'ai connu l'abondance, j'ai connu tout ça. Fait que maintenant, je peux me mettre en service puis juste être. Et bien sûr, ça coûte des sous venir aux ateliers parce qu'on a des gens à payer, mais ça reste quelque chose que, tu sais, c'est comme s'offrir un grand cadeau à soi, là. C'est de Ben, se c'est le reconnaître. réconfort de son enfant intérieur qui s'autorise à être pleinement et dans sa joie. C'est de la très grosse guérison, ça, là. C'est de la grande guérison, puis je le vois tous les jours, puis j'ai commencé à voir des miracles se produire depuis 2 ans. Très proche de moi, entre autres, ma bonne amie qui s'est guérie, entre guillemets, d'un cancer. Je dis entre guillemets parce que je sais pas s'il y a du cancer ou il y en a plus. Ça n'a aucune importance. Elle est pas malade, elle est pas souffrante, elle est pleine d'énergie, puis elle va partir consciente et pleine d'énergie. Elle va partir consciente et en santé. C'est vraiment de la façon que je peux le comprendre maintenant. Et je vois autour de moi toutes sortes de gens se guérir de toutes sortes d'affaires. Là où je le vois le plus, c'est que je fais des voyages d'éveil à Cuba, 2 ou 3 fois par année. Et là, les gens sont avec moi pendant une semaine, ce qui fait que je vois les transformations. Et au dernier, ça a été spectaculaire. Il y a eu, oui, bien sûr, des grandes guérisons émotionnelles, mais il y a eu des grandes guérisons spirituelles et même physiques. Et ça m'a épaté pas mal. Puis on n'est plus à l'époque, comme je dis tout le temps, d'aller mettre la main sur l'épaule de quelqu'un puis de dire lève-toi et marche. L'époque du frère André est révolue. Il y a tout un frère André, et là, il y en a un à l'intérieur de chacun de nous. On est des grands guérisseurs pour nous-mêmes. Ce qui fait que j'ai vu une femme se guérir d'une condition physique à l'épaule chronique qui nécessitait une opération invasive alors qu'elle avait attendu là, pour le faire après Cuba, puis finalement, elle s'est jamais fait opérer. J'ai vu une autre se guérir à une blessure au genou qu'elle avait depuis 5 ans. J'ai vu une femme se guérir de quelque chose une blessure spirituelle profonde qui
qui s'est réveillé à la mort de sa fille, la mort violente de sa fille 10 ans plus tôt, et qui tout à coup a retrouvé sa flamme de vie. Ça, pour moi, c'est comme, wow, OK, oui. Là, on est dans la grande guérison. Puis c'est pas moi qui le fais, c'est eux autres. Moi, tout ce que je fais, c'est que je les amène dans un parcours d'amour inconditionnel d'eux-mêmes. That's it. C'est très simple. Et j'ai la chair de poule, t'en parles, là. C'est très, très vibratoire. J'ai très le goût aussi de me joindre à une de ces activités-là. Premièrement, je suis très enfant. Lance-toi. Il y en a même une en fin de semaine, là. Je sais pas quand est-ce que tu vas diffuser ton émission, mais je commence ce soir, je reçois un groupe en guérison. Mon atelier de guérison à Valestrie, là, c'est 3 jours. Et on prend les gens par la main là, du jeudi soir au dimanche après-midi. Je les amène dans le bois pour vivre des sensations. Je les amène à l'écurie pour vivre de la présence. Je les amène dans un parcours de reconnaissance, en fait, de leur peur puis de leurs attachements, parce que c'est ça qui fait en sorte qu'on se rend malade. Et malade, c'est à tous les niveaux. Là, pour moi, là, la maladie n'existe pas. C'est que des symptômes, qu'ils soient physiologiques, qu'ils soient psychiques, qu'ils soient émotionnels. C'est simplement un indicateur pour nous dire tu t'es renié quelque part. Reviens à toi, reviens à toi, reviens à toi. Alors, la guérison, pour moi, ça se passe à tous les niveaux. Et en 3 jours, là, c'est assez spectaculaire. Qu'est-ce que les gens font comme prise de conscience. Puis après ça, le vrai travail commence. Parce qu'il reste toute la partie de vigilance, de ne plus retomber dans nos anciens patterns. France, moi, je voudrais profiter de l'entrevue avec toi pour t'amener à un livre que tu as écrit avec la participation de Maître Saint-Germain. OK. Où est-ce que d'où le violet? T'aimes le violet? Parce que c'est là c'est ça qui est là. Dans le livre que tu parlais, tu expliquais la différence entre le masculin sacré et le féminin sacré. Ça, c'est dans le livre Tout se joue à chaque instant. Hein, c'est le premier chapitre parce qu'on parle de l'émergence du féminin. En fait, je te dirais que pour tous les êtres humains, présentement sur notre planète, le premier grand défi, c'est de réharmoniser à l'intérieur de nous les 2 principes. Tout le monde porte les 2 principes. On va pas changer le monde, c'est-à-dire qu'on va pas faire avec des gars des filles, puis faire avec des filles des gars, c'est pas ça du tout l'objectif. C'est de ramener ça, dans le fond, à ce qu'on appelle le point zéro pour pouvoir puiser dans les 2 principes de façon consciente. Alors, le masculin, c'est celui qui est dans l'action. Hein? Si on veut avoir des images, là, le masculin, ce serait l'inspiration, puis le féminin, c'est l'expiration. Alors, l'inspiration, c'est le germe qu'on va aller planter dans la terre. Et l'expiration, c'est la fleur, OK? Ça, c'est le féminin. Donc, de réharmoniser tout ça, ça voudrait dire d'abord d'écouter notre dialogue intérieur, d'écouter les sensations pour pouvoir être bien guidé, puis après ça, aller dans l'action avec tout le côté féminin qui est la fragilité, qui est la vulnérabilité, qui est la douceur, qui est l'amour, et de faire ça de façon totalement harmonieuse. Fait que c'est ça l'émergence du féminin, c'est que depuis des millénaires, le masculin a pris le dessus. Le masculin qui est dans l'action a pris le dessus et a étouffé le féminin parce que le féminin était associé à la vulnérabilité, à la fragilité, à la douceur et dans un contexte où on vivait dans une énergie de dualité, il n'y avait pas d'espace pour la vulnérabilité, on était toujours en combat avec soi-même, en combat avec l'extérieur, en combat pour... écoute, le Moyen-Âge nous a amené le plus bas dans l'exploration de la matière. On est en train d'émerger de tout ça. Et là, le féminin va juste venir reprendre sa place à côté du masculin. Pas pour prendre la place du masculin, pour travailler avec le masculin à l'intérieur de chacun de nous. C'est drôle parce que depuis quelques années que je travaille maintenant, que je fais plus de télé de façon à temps plein, en fait, là, mais que je travaille vraiment à enseigner, j'ai rencontré un paquet d'autres enseignantes, et c'est surtout des enseignantes. Et là, derrière ces enseignantes, il y a des hommes formidables, ce qui fait que j'arrête pas de dire à mes amis de filles qui sont en avant, c'est le fun. La bascule, ça nous a amené à dire, derrière chaque grande femme, il y a un grand homme. Et on n'est jamais mieux accompagné que soi-même. Pardon? On n'est jamais mieux accompagné que par soi-même. Oui, mais tu sais la phrase qui disait toujours avant, derrière chaque grand homme, il y a une grande femme, hein, parce qu'on a vu des grands hommes mener notre planète depuis des millénaires. Mais là, le retour du féminin fait en sorte que maintenant, on peut dire,
derrière chaque grande femme, il y a aussi un grand homme. Alors, Absolument. chacune de mes amies qui travaillent en spiritualité sont accompagnées par des hommes formidables qui supportent le féminin. Moi, j'en ai un qui travaille avec moi. Mon amie Antoinette Layon en a un. Mon ami Joël. Écoute, les hommes sont exceptionnels au Québec et ils se déploient eux autres aussi dans leur essence, dans leur talent et viennent supporter le féminin parce qu'ils l'ont accepté en eux. Ça fait en sorte que on a des relations qui sont beaucoup plus harmonieuses aussi avec nos conjoints. Fait que c'est ça l'émergence du féminin. C'est simplement un retour du balancier qui fait que les deux principes maintenant sont à égalité. Comme le yin-yang, finalement. Le yin, le yang, c'est la même chose. C'est le féminin, le masculin. C'est les deux polarités qui tiennent tout l'univers finalement ensemble parce que ça prend deux polarités pour que la matière se tienne. C'est juste que dans les derniers millénaires, on a renié une partie de nous parce qu'on la trouvait faible. C'est un jugement. Cette faiblesse-là est formidable parce que quand on se permet d'être vulnérable, on se permet aussi d'aller rencontrer nos blessures puis de se guérir. Moi, c'est quand j'ai décidé d'accepter que j'étais vulnérable. En fait, j'ai pas eu le choix. Je me suis rendue tellement malade à l'âge de 33 ans que j'ai été obligée d'arrêter de travailler. J'étais journaliste d'enquête, j'avais un front de bœuf. On m'appelait le pitbull à Jean-Luc Mongrain. Et tout à coup, je suis malade puis je peux plus rien faire. Ce qui fait que j'ai été obligée d'aller rencontrer ma vulnérabilité. J'ai été obligée d'aller rencontrer ma fragilité. Et derrière ça était caché quelque chose de formidable, un grand cadeau. C'est ce qu'on appelle les dons psychiques. Et puis moi, j'ai vu tes mains, mais or! Ben, ça, c'est la couleur que je suis maintenant. Je suis or. Et cette couleur-là contient presque toutes les, en fait, contient toutes les couleurs, mais c'est la couleur de la paix. Parce Oui, que j'ai atteint cette espèce de sensation-là à l'intérieur de moi d'être en paix. Pas à temps plein, il me reste des moments où je suis encore perturbée, mais c'est de plus en plus court. Avant ça, je pouvais être perturbée pendant des années pour une seule blessure qui se réveillait. Maintenant, ça va durer quelques minutes, quelques heures quand ça va pas bien, là. oui, oui, absolument. Fran, je veux venir avec toi sur ton livre de l'alchimiste que tu as parlé tantôt. J'aimerais ça que tu expliques rapidement un petit peu l'alchimiste qui est en nous. Qu'est-ce que c'est? Mais l'alchimiste en nous, dans le fond, c'est pas sorcier, là, c'est le magicien, c'est celui qui a tous les pouvoirs, entre guillemets. C'est qu'on a occulté cette partie-là de nous aussi parce qu'on a pensé qu'on était imparfait, puis on a donné notre pouvoir aux autres. On a donné notre pouvoir à l'Église, on a donné notre pouvoir à l'État, on a donné notre pouvoir à plein de gens, à des guérisseurs, à aussi. L'alchimiste, c'est celui qui a toute cette connaissance-là à l'intérieur de nous et qui sait que le corps peut transmuter, le corps peut se guérir, que l'esprit peut se guérir, que les émotions peuvent se guérir, tout peut se guérir. Alors, l'alchimiste, l'image de l'alchimie, c'est quelqu'un qui sait, probablement que tu as la même image que tout le monde, puis moi aussi, c'est quelqu'un qui est capable de transformer le plomb en or. Oui. Hein? Tu as vu ça dans des films du Moyen Âge ou des films fantastiques, et l'humain est fasciné par ça depuis des millénaires. On cherche la recette magique pour transformer le plomb en or parce qu'on veut être riche. Mhm. Alors, regardons ça à un autre niveau. C'est pas pour transformer le plomb en or qu'on veut activer notre alchimiste, parce que même si les grands maîtres sur cette planète qui maîtrisent la matière pourraient le faire, c'est d'aucun intérêt quand tu es rendu en cinquième dimension parce que tu vis à partir du cœur puis tu n'as plus besoin de ça. Mais tout ça pour dire que moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a à l'intérieur de nous, nos blessures, par exemple, on pourrait voir ça comme du compost. Quand Oui. on va rencontrer nos blessures, c'est le terreau dans lequel on peut faire pousser la fleur par la suite. Fait qu'on veut pas se débarrasser de nos blessures. On veut aller les rencontrer pour utiliser ça comme compost. Et ce compost-là va créer une fleur. C'est ça l'alchimie, c'est de partir d'un tas finalement de M pour en faire une fleur. Wow! C'est ça Wow! l'alchimiste. Alors l'alchimiste en nous, il va aller simplement utiliser tout ça pour rectifier le tir, ramener ça dans un alignement qui fait que nos cellules qui sont intelligentes sont tout à fait capables de s'auto-guérir tout seules. Il faut juste lui donner le signal puis l'accompagner. Absolument. Donc, arriver à la programmation, il faut vraiment se rendre jusque-là. À partir de ce moment-là, c'est plus facile de pouvoir le transmuter. Oui, absolument. Au niveau, Absolument. au niveau de ta force, toi, c'est-à-dire ce que je veux dire, c'est que j'ai vu une belle lumière sortir de ta poitrine, et là, tes mains sont en avant et il y a une puissance qui sort comme ça. Donc, tu as une capacité de matérialiser, d'alchimiser, dis-je, l'énergie en face de toi aussi. C'est pas juste quelque chose qui peut se faire par ton intention à l'intérieur de toi, mais tu es rendu à la capacité où ce que tu peux transmuter les énergies comme ça. Exemple, probablement dans tes séminaires de guérison, il y a beaucoup de choses qui s'alchimisent à mesure.
C'est une chose, mais je te dirais que juste dans mon expérience à moi, c'est une réalité. Dans le sens où est-ce que il y a pas longtemps, j'ai reçu un message, il y a peut-être 2 ans, là, j'ai reçu un message en écriture inspirée qui me disait que à partir de maintenant, j'allais commencer à créer à la vitesse de l'éclair comme Picasso, à la vitesse de la lumière comme Picasso. Puis l'image qu'on m'envoyait, c'est qu'à chaque trait de pinceau, Picasso crée quelque chose de nouveau. Alors c'était comme la vitesse de la lumière, c'est à la vitesse de la pensée d'une certaine façon. Bien sûr qu'on vit encore en troisième dimension, ce qui fait que ça prend un certain laps de temps pour créer, matérialiser certaines choses. Mais je vais donner un exemple très simple. L'année dernière, par exemple, j'avais, moi, une belle petite maison à flanc de montagne en Estrie, qui était mon chalet où j'amenais mes enfants l'été. Puis c'est la maison que j'ai le plus aimée dans ma vie, OK? C'est la maison la plus vibrante, la plus lumineuse, la plus extraordinaire que j'avais. Puis l'été dernier, à un moment donné, j'étais en train de méditer près du petit lac qui est pas loin de la maison. Et ça me dit très, très clair dans mon corps, et c'était dans ma poitrine que ça se passait, ça me disait, c'est fini ici, c'est fini cette maison-là, c'est fini Austin. Austin, c'est le petit village où j'habitais. Là, on entend mon chien gratter, avoir arrêté à me donner. Hey, Alice, attends! Bon. Alors, ça m'a dit, c'est fini. Et là, j'aurais pu m'ostiner avec, tu sais, ma tête a embarqué tout de suite. Elle a dit, ben voyons donc, tu vas pas vendre ta maison. C'est la maison que tu as le plus aimée dans ta vie. Tu veux venir t'installer ici à long terme, puis travailler d'ici, puis tata. Mais maintenant que je commence à avoir de l'expérience, à reconnaître les sensations qui rentrent par ma poitrine, j'ai décidé de ne pas m'obstiner avec ça. Alors tout de suite, j'ai dit, OK, c'est beau, je vends la maison, puis on verra ce que ça donne. Et nous, on avait un vague projet d'écurie parce que mon ami que j'ai accompagné dans sa guérison l'année d'avant, je disais, j'arrêtais pas de dire pendant l'année, si tu guéris, Anne-Marie, on va s'acheter une écurie, on va s'acheter un ranch. C'était ça la ligne, on va s'acheter un ranch. Mais tu sais, dans ma tête, acheter un ranch, c'est pour les millionnaires, ça, c'est pas pour moi. Fait que j'y pensais, puis on s'amusait avec ça, mais je pensais même pas que c'était viable là, comme projet. Ben, je me suis pas ostinée avec la sensation. 2 semaines après avoir dit à tout le monde que je vendais ma maison, il y a une petite fille, une jeune à l'écurie qui nous a envoyé, parce qu'on avait des chevaux en pension, elle nous a envoyé un lien sur Internet qu'il y en avait une à vendre à Waterville. On savait pas combien ça pouvait coûter une écurie, là. On est arrivé ici, là, puis on a fait une offre sur la table. Je te dis que ça doit être une question d'offre et de demande, mais en tout cas, c'est moins cher qu'un duplex à Montréal, puis pas mal à part ça. Fait que tout ça pour dire que on s'est mis à trois, on a acheté l'écurie, on s'est installé ici, et 1 semaine après, je passais devant le camp et j'entends littéralement dans mon oreille gauche, même si je suis pas clairaudiente, que j'ai dit au début, j'entends, c'est ici que tu vas bâtir ton école. Fait que l'alchimie, Ouais. là, c'est le pouvoir d'écouter ce qu'il y a là et de transformer notre réalité à la vitesse de l'éclair. Je suis rentrée au camp, je suis allée voir la directrice générale, j'ai dit j'aimerais ça m'installer ici pour enseigner. Elle m'a dit Madame, on vous attendait. Il y a une armée qui s'est installée là, ils ont fait des rénovations pour m'accueillir avec mes groupes puis accueillir d'autres gens parce que je suis pas toute seule à aller là. Et finalement, ben, ils ont assisté mon processus de création. Et là, on travaille en équipe parce que je peux recevoir des gens dans un endroit formidable pour un prix raisonnable. C'est pas un hôtel, hein, c'est un camp. Il faut amener ton sac de couchage puis ton oreiller. Mais c'est confortable, c'est propre et ça nous amène dans le cœur. C'est ça l'alchimie. L'alchimie, c'est de créer notre réalité à la vitesse de l'éclair à partir des sensations qu'on reçoit quand on arrête de s'ostiner avec notre mental qui, lui, est conditionné à dire ben non, tu peux pas faire ça. D'un coup que tu manques d'argent, d'un coup que tu rates ton coup, d'un coup que ceci, d'un coup que cela. Moi, j'écoute pas ça. Moi, j'écoute uniquement ce qu'il y a dans ma poitrine. Mon cerveau s'est mis au service de ce que tu appelles, toi, le cristal, qui, je te dirais même, est un diamant. C'est un diamant pour tout le monde. Hein? Puis c'est pour ça qu'on appelle les nouveaux enfants qui arrivent sur la planète les enfants diamants. C'est parce qu'ils sont déjà à cette fréquence-là, eux autres. Ils ont moins à dépoussiérer que ce que nous, on avait à dépoussiérer. France, quand tu arrives pour écrire un livre, là, c'est quoi ton... Bon, premièrement, comment ça arrive? Ça doit venir du cœur, mais après ça, tu dis, OK, aujourd'hui, comment je m'organise? C'est un petit rituel, petit café, petite musique? Comment ça se Ah, mon passe? Dieu, ma fille, d'abord, c'est le processus le plus souffrant pour moi, là, écrire, parce qu'il faut vraiment que je me botte là derrière. Alors, j'ai aucun rituel. Comme diraient tous les écrivains que j'ai interviewés dans le temps que j'avais une émission de littérature pendant 2 ans, là, faut que tu t'assoies puis que t'écrives. Alors, je m'assois et j'écris. Puis je pars. Puis c'est sûr que je médite toujours avant, mais ça fait partie de ma vie maintenant. Fait que dès que je rentre dans un état un petit peu altéré, j'ai l'impression de plus en plus que ça passe à travers moi. Mais ça a été comme ça au premier. Le premier que j'ai écrit, On ne meurt pas, en me relisant,
à plein d'endroits, je me disais, oh, mon Dieu Seigneur, c'est moi qui ai écrit ça. Ben non, c'est pas moi qui ai écrit ça. Alors, j'avais l'impression déjà d'être en écriture inspirée. C'est de plus en plus le cas, mais ça reste quand même un défi écrire parce que t'as beau être en écriture inspirée, après ça, il faut que tu refasses une phrase en bon français. Oui. Là, c'est ce bout-là qui n'est pas nécessairement inspiré. C'est du travail. Alors voilà, je travaille fort quand j'écris. Mais en tout cas, quand on lit, c'est très vibratoire. On voit, moi je reviens au livre de Saint-Germain que tu as écrit avec Pierre Lessard, c'est qu'on voit, on lit, mais en même temps, ça rouvre des paliers de conscience, ça crée beaucoup d'ouverture, il y a des libérations qui se font. En tout cas, c'est une belle chimie, justement, de cette inspiration-là et cette nature-là, plutôt 3D, à verbaliser ça dans un langage Ben, plus... merci beaucoup. Écoute, je te dirais que les livres que j'ai écrits avec Pierre Lessard, c'est des grandes entrevues avec le Maître Saint-Germain. C'est des livres que, dans le fond, j'ai reçu des enseignements puis je les ai retranscrits en simplifiant quelques petites affaires ici et là, mais c'est essentiellement le propos que j'ai eu avec le Maître Saint-Germain. Ce qui fait que pour ça, j'ai pas un gros mérite, là. Puis effectivement, ce sont des livres formidables, c'est des grands livres, c'est des livres de grands enseignements. Le Maître oui. François, c'est un livre sur les grands thèmes de la vie d'un être humain quand on veut comprendre c'est quoi, par exemple, le karma, c'est quoi le but, l'essence de la vie, le bonheur, l'amour, l'amitié, la sexualité, les conflits intérieurs, bref, tous les grands thèmes de la vie d'un être humain. Et l'autre, tout se joue à chaque instant, c'était vraiment que moi, je voulais comprendre les grands cycles, hein, de la naissance à la mort. Quels sont les grands cycles de la vie d'un être humain? Où est-ce que... Et quand on s'éveille, à partir du moment où on s'éveille, on peut toujours tout récupérer, ce qu'on n'aurait pas eu, par exemple, parce que ici, maintenant, quand on comprend ce qui nous aurait peut-être manqué dans cette vie-ci, bien, on peut récupérer dans un instant, dans une fraction de seconde, tout ça, en se réappropriant notre pouvoir, notre responsabilité de créateur. Et je te dirais que tout ce jeu, à chaque instant, c'est comme un mode d'emploi pour rentrer dans le nouveau monde. Alors, c'était des livres formidables qui nourrissent l'esprit. Et les trois autres, en fait, On ne meurt pas, C'est quoi l'amour? Et le dernier, Vivre et mourir guéri. Ce sont des livres qui nourrissent le cœur directement. Oui. Les deux derniers, je les ai écrits avec mon amie Anne-Marie, qui elle aussi canalise et qui est tout aussi précise que le Maître Saint-Germain avec Pierre. Puis je te dirais que moi, je suis de plus en plus précise, moi aussi, parce que je pratique beaucoup, puis les gens qui pratiquent finissent par être bons dans n'importe quoi. Tu sais, pratique au piano, tu vas devenir bonne. Pratique à chanter, tu vas devenir bonne. Fait que c'est la même chose. Mais Anne-Marie, sa plume est vraiment formidable et on a reçu des messages extraordinaires qui nourrissent le cœur directement. Fait que ce sont des livres à lire avec le cœur. C'est très différent comme lecture. France, tu parles aussi de la vie après la mort, en fait, en 2 tomes. Tu expliques aussi la conscience lorsque l'âme n'est plus nécessairement dans le corps. Ben, écoute, oui, j'ai les 2 livres sur la vie après la mort. Là, premièrement, ils sont expirés, il n'y en a plus. On est en réédition. Il y en a un nouveau qui va sortir, qui va offrir juste les entrevues avec lesquelles je suis encore à l'aise. Parce que je t'avouerais que moi, j'ai beaucoup changé dans le processus d'écriture et dans les dernières années, là, étant donné que je me suis guérie de plein de choses. Alors, il y a des choses que j'ai plus envie de nourrir, il y a des choses que j'ai plus envie de transmettre. Fait que j'ai fait un ménage là-dedans. J'ai gardé les entrevues que moi, je trouvais qui étaient les plus nourrissantes et elles vont être rééditées probablement en janvier prochain. Mais tout ça pour dire que la vie après la mort, pour moi, c'est check. C'est-à-dire que ça a été ma porte d'entrée pour comprendre l'énergie subtile, pour comprendre que la conscience survit au corps physique. Et une fois que ça a été compris, accepté, intégré, je me suis dit, ben c'est bien beau, mais moi, la vie après la mort, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la vie. Et comment est-ce qu'on peut être un meilleur être humain ici, maintenant? Et là, je me suis mis à faire des recherches sur la conscience humaine qui peut nous amener, plus on s'élève en niveau de conscience, qui peut nous amener à être de plus en plus complet comme être humain et de plus en plus puissant aussi. Puis pas puissant pour devenir milliardaire puis posséder plus de choses. Non, puissant pour être de plus en plus dans nos talents et de plus en plus heureux et de plus en plus en forme. Alors bref, moi c'est ça que j'enseigne, c'est ça que je transmets, puis je le fais, on fait ça dans la joie. Je suis accompagnée par mon amoureux qui est un clown, en fait c'est un ancien humoriste. Fait que tout se fait avec qui, ton amoureux, je m'excuse? Ben, c'est un ancien animateur de radio, Stage Lacroix, qui est aussi un musicien, qui fait de la musique humoristique. Ça pour dire que on fait ça dans la joie. C'est drôle, les gens vont pleurer peut-être par moment quand ils vont rencontrer une blessure, mais tout de suite après, on va aller faire autre chose qui va les amener à avoir du plaisir. Fait que ça se fait vraiment dans la joie.
Et ça, moi, je dis tout le temps, si la joie est pas là, on n'est pas à bonne place. Fait que c'est clair que je vais au moins essayer de le faire. Puis même les conférences, pour moi, là, tu sais, c'est de l'humour, là. J'ai réussi à amener ça dans une façon humoristique parce que je veux pas qu'on se prenne au sérieux. On s'est tellement pris au sérieux dans la vie, puis c'est tellement pas sérieux tout ça. France, tu as des belles pochettes, surtout de ton livre Vivre et mourir guéri. Là. Est-ce que tu as Ouais. développé ton don de l'art? Est-ce que tu as commencé? Pas du tout. C'est pas ton Pas du dessin? tout. Je suis encore au stade des bonhommes allumettes, hein. Fait que j'ai demandé à une de mes amies peintres de faire la pochette de Vivre et mourir guéri parce que là-dedans, on parle beaucoup des chevaux qui, pour nous, ont été un outil formidable et qui demeurent à ce jour un outil formidable de rencontre de soi. On aime les chevaux, on vibre à cette fréquence-là. Et mon amie Anne-Marie, on peut dire qu'elle a fait beaucoup de chevaux-thérapie pour se guérir. Et c'est pour ça que je voulais avoir cette pochette-là, pour amener les gens à voir cette fréquence-là. Mais je te dirais que, tu sais, le maître Saint-Germain et tous les grands maîtres disent la même chose. On peut pas rentrer dans le nouveau monde sans se rapprocher de la nature, de la faune et de la flore. Ce qui fait que dans des grandes villes, c'est plus difficile. Il faut avoir accès à la nature le plus possible. Puis si vous pouvez pas sortir de la ville, ben il y a des parcs. Allez vous accoter à un arbre, regardez les oiseaux, regardez les écureuils. Tu sais, dans la vie, on n'a pas jamais besoin d'être tout seul. Hein? On peut avoir un chien aussi ou un chat pour nous accompagner. Ce qui fait que reconnecter avec l'essence de la nature, qui elle est déjà en 5e dimension, ça nous amène à recontacter cette fréquence-là au niveau du cœur. Et nous, on utilise ça, entre autres, la relation au cheval, pour nous amener à reconnecter avec toutes les dimensions de notre être. France, pour ce qui s'en vient dans tes projets futurs, ça ressemble à quoi? Ben écoute, l'école de la vie va prendre de l'expansion. Je viens de lancer, en fait, je vais lancer la semaine prochaine ma nouvelle chaîne de télé web qui s'appelle voyons, Télé de la bonne nouvelle. C'est quoi? LBN, tu vois, c'est parce que je l'ai pas encore lancé. LBN, la télé de la bonne nouvelle. Et je vais le mettre sur ma petite chaîne YouTube, que des bonnes nouvelles. Ça va se passer avec des petits topos, des conversations aussi. Je lance une première série de conversations avec mon amie Anne-Marie pour parler de sa guérison, puis parler, en fait, qu'elle puisse témoigner de comment ça s'est passé pour elle, puis dans son corps, qu'est-ce qui se passe. Et je vais enchaîner, il y aura plusieurs séries de conversations avec un ami ou une amie. Il y aura aussi des capsules et il y a d'autres gens qui vont se greffer à LBN. Donc, l'école de la vie puis la télé de la bonne nouvelle, ça va être mes deux gros projets qui s'en viennent et qui vont se combiner, qui vont se nourrir un l'autre. Je me suis associée entre autres avec Mario Beauregard et avec Jean-Charles Chabot, qui sont deux scientifiques. Jean-Charles Chabot, c'est un hypnologue, mais qui fait de l'hypnose spirituelle. Et Mario Beauregard, c'est un neuroscientifique formidable qui fait des recherches sur le cerveau pour comprendre qu'il y a un espace en nous qui peut se connecter à la connaissance, à la joie, à la paix, à la grâce, et que dans cet espace-là, tout est permis. Ce qui fait qu'il y a de plus en plus de gens formidables dans ce domaine-là et j'ai envie de les faire connaître et de travailler avec eux puis qu'on puisse répandre tout ça. France, si tu avais un choix à faire aujourd'hui par rapport à la reconnaissance de qui tu es, par quoi tu commencerais? Ben écoute, là, pour moi, c'est fait. Fait que je vais te dire, pour les gens que j'accompagne, la reconnaissance de qui tu es, première affaire à faire, c'est arrête-toi puis demande-toi ce que t'aimes. Ah, c'est bon. Prends quelques secondes, puis demande-toi, Parce qu'est-ce que qui te fait triper? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce que tu aimes vraiment? Puis fais-le. c'est parce que je t'ai posé une question puis j'ai reçu la réponse aussi. Parce que j'ai vu des notes de piano. Moi, je pense que peut-être qu'il y a peut-être un don que tu pourrais aller chercher là, juste pour t'amuser. Ah ben c'est drôle que tu dises ça parce que j'ai joué du piano quand j'étais jeune. Mais en Oui, fait, ce que je me dis depuis un certain temps, c'est que je vais recommencer à chanter. J'ai oui. beaucoup chanté dans ma jeunesse. J'ai pris des cours de chant. J'ai même fait des concours. J'ai fait les finales du festival de la chanson de Granby. J'ai chanté dans des télétons. Et là, j'ai recommencé à chanter un petit peu dans les ateliers pour amener les gens à chanter eux autres aussi. Ce qui fait que, oui, tu as raison, la musique est en train de revenir dans ma vie et je vais l'utiliser de plus en plus parce que j'ai une jolie voix puis que dans le fond, c'est le fun d'utiliser tous nos petits talents quand on s'amuse, Ben oui, qu'on est, qu'on se déploie dans ce qu'on est. parce que le son, il va chercher justement beaucoup de libération énergétique aussi, ça décristallise. Complètement. Puis on m'a dit il y a quelques années,
tu vas recommencer à chanter, puis ta voix ne va plus toucher l'esprit, mais va toucher directement le cœur. Fait que ce sera un des projets à venir. France, les personnes qui t'ont le plus ouvert ou inspiré ou vraiment apporté une touche incroyable de beauté dans ta vie, là, ça serait qui? Ah, écoute, il y en a eu plein. J'ai eu des mentors formidables dans ma vie, tu sais, en commençant par les gens qui m'ont engagé quand j'étais une jeune journaliste et qui m'ont permis de me reconnaître dans ce talent-là. Fait que de Marcel Gagnon, qui est un artisan de la télé formidable à Télé 7 à Sherbrooke, en passant par Roxane Paradis, mon ancienne patronne, par Claire Lamarche, par Jean-Luc Mongrain, les gens qui m'ont vraiment aidé en télé. Et par la suite, j'ai rencontré d'autres personnes formidables qui m'ont permis de m'ouvrir. Alors, Marjolaine Caron, la première médium que j'ai rencontrée, puis par la suite, ma grande amie Anne-Marie, qui est là en support depuis des années, qu'on se supporte mutuellement dans notre évolution. Alors, Anne-Marie est une inspiration au quotidien. Mon ami Pierre Lessard, qui est une inspiration au quotidien aussi par les livres que j'ai fait avec lui, mais que même si je le vois pas souvent, j'ai une connexion avec lui. Fait que j'ai été entourée de gens formidables, j'ai été coachée par des maîtres dans tous les domaines. Fait qu'il y en a beaucoup, je pourrais pas t'en nommer juste une. Mais je te dirais que ultimement, comme je dis dans mes ateliers, je donne un devoir aux gens. Je dis, quand vous allez passer devant le miroir, là, prosternez-vous devant le maître que vous allez y voir. Parce que quand on commence à se reconnaître, la personne la plus importante et la plus inspirante pour soi, ça reste soi. Je ne sais pas si ça passe chez vous, chers auditeurs, mais moi, que oui. J'ai le poil tout redressé. France, merci de ton verbe sacré, que ce soit par écrit ou au niveau de tes ateliers. J'inviterai les gens à aller consulter ton site internet où il y a tes livres, mais aussi les dates de tes ateliers, de tes conférences. Il y a deux gros ateliers de mandat de vie qui s'en viennent, le Montréal-Québec. J'ai fait exprès là, pour sortir de l'école de la vie, puis sortir de mon estérie adoptive, là, parce que je me suis dit, je vais aller chercher les gens où est-ce qu'ils sont. Alors, je fais ça avec Mario Beauregard et Jean-Charles Chabot. On amène les gens dans un parcours sensoriel pour reconnaître qui ils sont. Fait que Montréal-Québec, je pense que c'est 14 et 28 novembre. Puis il me reste des places aussi, quelques places sur l'avion pour le voyage à Cuba du 1er au 8 novembre. Fait qu'allez voir sur le site, puis s'il y a une conférence, un atelier, quelque chose qui vous tente, on vous attend. On va sur francegauthier.ca sur Voilà. Internet. Et Oui. puis, juste pour donner une idée, comme ça, quand on part en voyage, là, à Cuba, dans un voyage initiatique accompagné de France Gauthier, est-ce qu'on a le droit de profiter du rhum? Alors, écoute, je dis à tout le monde, ici, c'est un tout inclus, hein, mais c'est un voyage d'éveil que vous avez choisi, puis l'alcool, ça endort. Fait que ça n'empêche pas les gens de prendre un verre de vin en mangeant, de prendre peut-être un pina colada dans la soirée, mais c'est sûr et certain que je les mets en garde, finalement, de profiter de cette semaine-là au maximum, mais après ça, ça leur appartient, hein. S'ils ne se présentent pas à l'atelier le lendemain, ça, c'est leur problème, pas le mien, le rendu là. Y a-t-il un volet de danse? Y a-t-il des possibilités de sortir danser le soir? Écoute, on s'amuse tellement dans ce voyage-là. J'enseigne le matin. L'après-midi, c'est de la détente. On a des activités. On va se baigner dans une source formidable en forêt, en montagne. On va danser le soir à Trinidad, qui est une petite ville magnifique. On mange ensemble. Je dîne avec des petits groupes à chaque midi pour avoir une interaction avec chacun des participants. C'est une semaine extraordinaire et je te dirais, j'en ai eu une centaine qui sont passés dans ce voyage-là depuis un an et tous m'ont dit la même chose, c'est le plus beau voyage de ma vie. Et pourtant, là, c'est pas un hôtel 6 étoiles, là, je sais pas si ça existe, mais en tout cas, bref, c'est pas pour la bouffe, c'est pas pour le, tu sais, c'est beau puis c'est parfait, là, mais c'est pas, on va pas là pour le luxe, on va là pour se rencontrer puis ça fonctionne. Oui, absolument. J'en doute pas, c'est très clair. Ça fonctionne, merveilleux. Je vous invite fortement à consulter le site internet de francegauthier.ca et de vous inscrire dans ces nombreux ateliers. Et je suis certaine, juste avec la vibration de l'entrevue, moi, ça m'a transformée. Merci beaucoup, chère sœur. Merci à toi. Bonne continuation dans tous tes projets. Et vice-versa, je te souhaite plein d'auditeurs. Merci, France. À bientôt. On enchaîne avec la plage musicale. Est-ce que tu as une demande spéciale? Qu'est-ce que tu aimes comme musique, France? Ah, écoute, moi, j'aime encore le bon vieux rock une fois de temps en temps, puis j'aime le jazz, puis j'aime toutes les sortes de musique, sauf le speed metal, disons. Ouais. Mais c'est quoi, j'ai quelques chansons qui m'ont sauvé la vie en 2011 pour me remettre, tu vois, pour remonter mon taux vibratoire. Puis est-ce que tu connais la chanson de Luba, Let It Go? Oui, ben peut-être. Ça, c'en est une qui fait beaucoup de bien. Just
let it go, là. Écoutez Parfait. la parole de ça, puis laissez-vous aller parce qu'il y a un rythme là-dedans qui fait du bien au corps. Excellent. Poursuivons avec le Let Go de Louba. Merci, France Gauthier. Merci.